Cette émission vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité. C'est toujours la voie maritime la plus meurtrière au monde. Selon les Nations Unies, plus de 2260 personnes sont mortes en 2018 en tentant de traverser la Méditerranée. Des chiffres effroyables, bien loin de dissuader les candidats à cette aventure périleuse. Parmi les migrants, de nombreux Africains qui tentent de fuir les guerres, la famine, la pauvreté, le chômage. Les années se suivent et se ressemblent et toujours pas de solution à ce phénomène. Nous évoquons le sujet sur ce plateau avec un expert en gouvernance, Paul Amégankpo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes aussi représentant résident du NDI en Guinée. Paul Amégankpo, plus de 2260 migrants morts en Méditerranée pour la seule année 2018. Quelle analyse vous inspire ces chiffres? C'est un bilan macabre qui fait froid au dos et qui doit interpeller tous les leaders, tous les responsables africains à prendre en main ce problème et à en trouver des solutions durables. Ces chiffres, à mon avis, sont ceux issus des décomptes formels. Mais il y a beaucoup de disparus qui ne figurent pas dans ce décompte déjà très accablant et très macabre. Nous pensons que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, devrait assurer une bonne demeure à ses filles et à ses fils et faire en sorte que les problèmes qui poussent ces personnes, surtout les jeunes, à vouloir traverser la Méditerranée pour se retrouver au vieux continent, puissent être réglés et que ces jeunes trouvent de bonnes raisons pour rester dans leur pays et cultiver leur jardin. Nous allons tenter de voir au cours de cette émission les problèmes justement qui poussent ces jeunes à quitter le continent. Mais Paul Amégankpo, malgré ces chiffres croissants de victimes de l'immigration clandestine, ils sont toujours nombreux, ces candidats à cette aventure périleuse. Comment on peut expliquer cette situation ? D'abord, il y a une étude intéressante réalisée par l'université Georgetown sur le cas spécifique du Nigeria, où il a été démontré que la plupart des migrants, surtout les jeunes, ne méconnaissent pas les risques encourus à traversant la Méditerranée. Mais ils ne sont guère dissuadés à rester parce que les causes profondes qui les poussent à traverser la Méditerranée sont plus déterminantes. Et donc, parmi ces causes, nous allons revenir en détail, mais il y a les facteurs politiques, donc des conflits qui jonchent le processus politique de ces pays. Il y a les facteurs économiques, les facteurs sociaux. Il y a également parfois l'effet d'entraînement, parce que d'autres personnes se retrouvent de l'autre côté et vivent l'Eldorado. Et il faudrait alors les rassembler et chercher le meilleur vivre. Alors, la question aujourd'hui est de savoir comment faire en sorte que les jeunes, nonobstant la connaissance de ces risques énormes, soient ramenés chez eux, soient fixés dans leur communauté à travers des opportunités beaucoup plus importantes, à travers le règlement durable des conflits qui les amènent à ne pouvoir pas vivre les meilleures conditions chez eux, à travers un encadrement social, une insertion socio-communautaire assez suivie, pour que les jeunes désormais disent l'Afrique nous offre plus d'opportunités que d'autres continents. Est-ce que l'Occident, l'Europe en l'occurrence, continue d'être miroité comme cet Eldorado qu'on a connu dans le temps? Oui, malheureusement, c'est le cas. Parce que sur le plan institutionnel, le message est porté selon lequel la diaspora contribue plus au développement socio-économique de nos pays que toute contribution interne. Et donc, si la diaspora contribue à l'économie, ça veut dire que la diaspora a une santé économique florissante. Et donc, ça, c'est un message qui, malheureusement,
dans ce combat contre la migration, surtout clandestine, est porté par des institutions importantes, surtout des institutions financières, et répercuté par les institutions politiques. Et donc, c'est une question d'orientation politique, à savoir quel est le message à porter vis-à-vis de la jeunesse pour faire en sorte que la migration ne constitue pas le myriador, mais plutôt qu'il soit déchanté à l'idée de pouvoir embrasser l'aventure. Alors, chaque année, pour la Migampo, toujours les mêmes images des bateaux bondés de migrants. D'où proviennent-ils, ces jeunes qui tentent de traverser la Méditerranée? Ils proviennent de beaucoup de pays à situation difficile en Afrique. Nous avons à la tête du peloton le Nigeria, par exemple, qui pourvoit le quart des migrants. Nous avons d'autres pays comme les pays en guerre au niveau de la corne de l'Afrique, les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, la Libye et autres qui sont des pays en guerre ou en situation politique difficile. Nous avons également la Guinée où le processus politique et économique ne permettent pas une insertion fiable des jeunes. Et donc ce sont ces pays-là qui sont les plus pourvoyeurs de migrants en Afrique. Maintenant, ce qu'il faut également considérer, c'est la tranche d'âge de ces migrants. C'est la jeunesse et les moins jeunes, c'est-à-dire les enfants, qui sont emballés dans cette aventure périlleuse et encadrés par tout un fléau mercantile, notamment les passeurs, qui mettent en place une industrie assez florissante pour eux, mais assez meurtrière pour les candidats à la migration. Et donc, il faudrait d'abord que les pays africains eux-mêmes prennent à bras le corps le problème. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des études d'ailleurs que nous avons sont diligentées par les pays occidentaux, qui sont les pays accueillants et qui sont plus sensibles à la situation. Parce que eux, leur économie en partie, ils trouvent que leur société n'intègre pas trop l'accueil de ces migrants. Mais nous, les pays africains... Vous avez le sentiment qu'au niveau du continent africain, il n'y a pas... on n'est pas sensible à cette situation? Il n'y a pas, en tout cas, une solution structurelle. Parce que la plupart des solutions, des projets que nous avons trouvés, sont également des projets financés par l'Occident. En l'occurrence, l'Union européenne. Les États-Unis par endroit. Il faudrait que l'Union africaine, que les institutions africaines prennent à bras le corps le problème et mettent en place des dispositifs à la fois financiers, politiques et économiques pour pouvoir juguler le problème. Parce que, vous l'aviez dit à l'introduction, la pauvreté est l'un des facteurs principaux de la cause. Et donc, il faudrait faire en sorte que les jeunes puissent trouver d'opportunités d'employabilité, d'opportunités d'entrepreneuriat. Et nous avons beaucoup d'institutions financières africaines, que ce soit la BAD ou d'autres institutions, qui doivent insuffler des politiques économiques fiables. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la plupart de ces pays d'où proviennent les migrants, les politiques financières de proximité se limitent à des microfinances, à l'inclusion financière, mais qui ne satisfait même pas les besoins des ménages, pour dire soutenir des petites et moyennes entreprises capables de produire de la richesse. Et donc, les jeunes qui aujourd'hui décident à partir ne se retrouvent pas dans ce système financier. Alors, vous avez cité des pays qui sont pourvoyeurs de candidats à la migration. Est-ce que, quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont, ces pays, quelque chose comme dénominateur commun? Parce que vous avez, pour citer les causes de ce phénomène, la pauvreté, les guerres, l'instabilité politique. Est-ce qu'ils ont quelque chose de commun? Oui, ils ont de commun d'être des pays sous-développés, d'être des pays à faible instabilité politique, et également d'être des pays où le dividende démographique n'est pas très bien suivi. Et donc, ils ont ces éléments en commun. L'étude que j'évoquais tout à l'heure a souligné également deux déterminants fondamentaux qui pouvaient retenir les jeunes candidats à l'immigration. Il y a d'abord la famille, le cercle familial, et ensuite le patriotisme. C'est très important. C'est-à-dire que les jeunes qui traversent la Méditerranée ne vibrent que pour leur famille,
C'est-à-dire, ils n'ont de soucis, peut-être pour revenir encore dans leur pays ou s'installer dans leur pays, que lorsque le cadre familial pourrait mieux les accueillir, où ils seront à même de pouvoir satisfaire les besoins familiaux. Lorsque vous voyez un de ces jeunes, on a vu Gassama, le champion d'il y a un an, en France, lorsque vous regardez derrière, il a plus d'une dizaine de fratries. Et donc, il doit en principe nourrir, pas seulement se prendre en charge, mais nourrir une dizaine de personnes. C'est là le souci. Et donc, il part là pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc, s'il peut rester chez lui, dans son pays, et trouver des conditions familiales acceptables pour une intégration, une socialisation assez pourvue, c'est-à-dire qu'il faut commencer à prendre en charge l'éducation des tout petits, lorsque un jeune a des petits derrière lui, que ce ne soit pas de sa seule responsabilité, mais de la responsabilité des États, des institutions publiques, de pouvoir assurer un meilleur développement de ces enfants. Il faut faire en sorte que les parents trouvent des allocations et des systèmes de survie qui permettent quand même de ne pas décharger toute la responsabilité de la vie de la famille sur les jeunes qui émergent. Et donc c'est trop de responsabilité sur ces jeunes dans leur pays, et l'amour propre les amène alors à partir. Le second facteur, c'est le patriotisme. C'est-à-dire que tous ceux qui partent aiment leur pays. Il n'y a aucun autre pays qui soit meilleur que chez soi, quelles que soient les conditions de développement, quelles que soient les conditions que ce pays offre. Maintenant, il faudrait transformer ce patriotisme-là à une offre alléchante pour les jeunes, pour qu'ils disent, mais dans mon pays, j'ai mieux qu'ailleurs. Lorsque vous prenez des pays développés comme les États-Unis, je ne dis pas parce qu'ils sont développés qu'ils ont un système de migration axé sur les valeurs intérieures. Il y a moins de 10% d'Américains de par le monde, malgré que ce soit la puissance mondiale. Ça veut dire que le système de migration est interne. Il circule des États en État, des villes en ville, pour chercher des opportunités. Et ils offrent ces opportunités aux Américains sur leur territoire. Nous pourrons le faire aussi. Quelqu'un peut quitter le nord du pays, peut quitter Kara, s'installer à Néron, parce que bon, il trouve une opportunité là. Quelqu'un peut quitter à Godrafort pour s'installer à Palimé parce qu'il trouve d'opportunités. Il faut qu'on en crée pour faire en sorte qu'il y ait des pôles de développement au niveau du pays qui puissent rassurer ces jeunes, et que ces jeunes, grâce à la fibre patriotique que beaucoup de jeunes ont affirmée, puissent les amener réellement à rester dans leur propre pays. Et à aimer leur pays. Alors, Paul Abengako, nous avons vu il y a plus d'1 an ces images de migrants vendus comme des esclaves en Libye, et des images qui ont suscité une vague d'émotions planétaires. Est-ce que depuis lors, quelque chose a changé au niveau du continent? Pas grand-chose. La Libye, malheureusement, demeure un état de non-droit jusqu'ici. Et je pourrais dire que le cas de la Libye n'est que la face visible de l'iceberg. Ce phénomène se passe partout. Nos compatriotes qui vont en Libye, nos compatriotes qui vont en Liban, nos compatriotes qui vont dans d'autres pays, en Europe, en Italie, en France, même ailleurs. Dans les monarchies du Golfe notamment. De Golfe, ils vivent de l'esclavage au quotidien. Ils ne sont pas déclarés, on saisit leur passeport, ils travaillent sans être rémunérés à juste valeur, on peut les renvoyer à tout moment. Et donc, ce sont des conditions qu'ils vivent, et ce sont des conditions esclavagistes. Lorsque nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 13, il a affirmé que les hommes sont libres de circuler partout où ils veulent et de s'installer librement dans les pays qu'ils souhaitent. Et partout là, ils doivent jouir de tous leurs droits. Mais cela n'est pas une réalité. Et là, ça remet en cause même la politique d'immigration. Tous les États, même les États civilisés, les États développés, adhèrent à cette déclaration des droits de l'homme, mais ce sont les États qui rejettent, qui refutent plus les migrants venant d'Afrique. Or, l'histoire a montré qu'à un moment donné de l'évolution de l'humanité, ces pays développés aussi avaient subi des conditions difficiles, que ce soit climatique, que ce soit la guerre. Et ils avaient trouvé refuge dans d'autres pays qui les avaient aidés à se redéployer, à se repositionner. Mais aujourd'hui, l'Afrique aussi a besoin de ça. Bref, le monde doit être ouvert.
Les règles qui facilitent la circulation des humains doivent être respectées à la fois par les pays développés et les pays sous-développés. Alors, l'Union africaine était montée au créneau pour condamner ces images, ces traitements inhumains des migrants en Libye. Est-ce que depuis lors, on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience des causes qui amènent les jeunes à quitter le pays? Je ne pense pas qu'ils n'avaient pas les moyens de savoir ce qui se passait en Libye. Ce n'est pas la vedette de la chaîne CNN qui a pu apporter de la lumière sur ce qui s'y passait. Je pense que la diplomatie devrait être active au service des citoyens. C'est d'ailleurs le sens de la diplomatie. Lorsque un citoyen d'un pays est dans une situation difficile, il revient à l'État, à travers ses services diplomatiques, de pouvoir protéger tous les citoyens. C'est ce que nous ne sentons pas en Afrique. J'avoue que dans les autres pays, il suffit qu'un seul citoyen soit en péril quelque part, que vous voyez l'État déploie tous les moyens. Mais ici, on se dit peut-être que c'est plus facile d'enterrer quelqu'un. On dépasserait même plus que d'aller le sauver. Sinon, aucun ressortissant africain de ces pays que je cite et de tous les pays d'ailleurs ne devrait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre là-bas. Où sont nos diplomates? Ils sont présents dans ces pays. Ils doivent savoir que leurs concitoyens sont quand même dans des situations difficiles. Mais personne ne réagit parce que peut-être ce n'est pas dans leur agenda. Et c'est là où nous interpellons les pays africains et l'Union africaine à pouvoir, pourquoi pas, adopter une charte de protection des citoyens. Il y a la charte civile et politique qui intègre globalement ces droits, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On ne vérifie pas si réellement dans les constitutions et pourquoi pas dans les règles qui sont adoptées au niveau des pays, des mesures concrètes sont prises pour protéger individuellement chaque citoyen qui serait en péril, surtout dans des conditions de migration clandestine. Alors, ceux qui alimentent ces conditions difficiles pour les migrants, ce sont ces réseaux de passeurs dont vous avez fait cas. Alors, comment lutter efficacement contre ces gens qui semblent passer entre les mailles du filet? Je pense que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Ce fléau est aussi important comme le fléau de trafic de drogue et d'autres stupéfiants parce que il est démontré que les candidats à la migration mettent un bon moment de préparation de leur déplacement. Et ils mobilisent les ressources financières importantes. Le minimum, généralement, c'est 5 millions de francs CFA par candidat à la migration. Ils vendent les terrains, ils vendent leurs propriétés et tout pour qu'ils puissent partir. Et donc, vous comprenez, par candidat, et vous parlez par an maintenant, c'est plus de 200 000 candidats juste à travers la Méditerranée. Paul Améganpo, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Comment lutter contre l'immigration clandestine chez les jeunes Africains? Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec Paul Améganpo, expert en gouvernance. Paul Améganpo, on a le sentiment d'être dans un véritable cycle infernal. Pauvreté, guerre, chômage. Vous avez le sentiment qu'on peut couper le mal à sa racine? Oui, c'est possible de couper le mal à sa racine lorsque on s'attaque au problème à sa racine. Lorsque nous prenons les facteurs un à un, le facteur social qui demande une plus grande intégration des familles, les jeunes doivent être intégrés dans le tissu familial, dans le tissu communautaire, dans le tissu social du pays. Il faut une socialisation qui passe par l'éducation, mais aussi, pas seulement l'éducation scolaire, mais aussi par l'éducation familiale et communautaire. Il faut un certain nombre de valeurs à faire acquérir à ces jeunes dès leur bas âge, pour leur montrer qu'ils ont beaucoup de capacités de pouvoir produire ici. Le problème, c'est que dès la petite enfance, on montre que nous n'avons pas d'opportunité chez nous et que l'opportunité, c'est réellement ailleurs. Et on se prépare déjà mentalement à aller chercher l'opportunité ailleurs. Or,
il y a deux types de migration. Il y a la migration choisie, la migration formelle, qui ne met pas les gens en péril. Et il y a la migration clandestine, c'est de celle-là que nous avons parlé tout à l'heure. Et la migration choisie se passe comment? C'est à travers la valeur comparative que l'individu a. Soit tu es étudiant, alors tu peux obtenir une bourse ou ton visa pour aller étudier, soit tu es un artisan, soit tu es... En tout cas, tu produis, tu as une valeur ajoutée que tu peux aller partager. Alors, pour avoir cette valeur-là, il va falloir être capable de faire ses preuves ici, sur place, dans ton pays. Si tu es étudiant, tu dois être un étudiant brillant. Si tu es entrepreneur, tu dois être un entrepreneur capable de produire des choses qui ont de valeur ajoutée. Sur le plan économique, il faudrait que nous offrons le cadre approprié d'entrepreneuriat pour les jeunes. Le temps où c'est l'État qui employait les qualifiés ou la plupart des demandeurs d'emploi, ce temps est complètement révolu. C'est une vérité également qu'il faut dire aux gens. Il faudrait montrer aux populations que l'État n'emploie peut-être pas plus de 5% des personnes qualifiées, pas plus de 5%. Le reste doit évoluer dans le secteur privé, dans son propre entrepreneuriat. Et donc, c'est important d'inculquer également la culture d'entrepreneuriat chez les jeunes et de les accompagner. L'État, certes, peut offrir les cadres pour cela à travers la formation professionnelle, à travers des cadres de perfectionnement continu et également offrir des infrastructures de base, que ce soit les routes, que ce soit l'électricité, l'eau, toutes les infrastructures qui permettent réellement de créer son entreprise, de la faire prospérer et de créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Alors, la question migratoire, on l'a vu, divise notamment l'Europe. Alors, quel regard vous portez sur la gestion de cette crise migratoire par les dirigeants du vieux continent? Les dirigeants du vieux continent font face eux-mêmes à des problèmes idéologiques profonds. Nous avons des nationalistes et nous avons des libéraux, nous avons beaucoup de courants de pensée politique qui ont des perceptions différentes de cette question de migration. Il y a ceux qui pensent que la solution serait de fermer complètement les portes. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces nationalistes, qui aujourd'hui ont, semble-t-il, le vent en poupe en Europe et donc dans l'Union européenne. Il y a d'autres qui sont plus libéraux et qui pensent que les humains constituent le principal capital. Et donc, accueillir les migrants, on peut les transformer en facteurs de production et donc nourrir l'économie. Mais ces derniers courants sont en minorité par rapport à ce que nous signalons aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une politique européenne cohérente vis-à-vis de la migration. Au niveau du continent américain, surtout les États-Unis et le Canada, c'est plutôt la migration choisie. Donc, ils ont des règles strictes, très sélectives, qui accueillent les migrants et qui rejettent d'autres migrants. Et c'est aussi fonction du courant politique qui est en place. Et nous savons aujourd'hui qu'aux États-Unis, par exemple, la règle est beaucoup plus stricte. Alors, la solution doit venir de l'Afrique. Alors, au niveau de la Méditerranée, on voit toutes les difficultés qu'éprouvent les bateaux humanitaires. Est-ce que les luttes politiques se transportent sur la Méditerranée aussi? Oui, ça se joue à la Méditerranée. C'est-à-dire que l'écosystème de ce fléau migratoire se joue à la Méditerranée, où nous avons les humanitaires qui font un travail fort louable, mais qui ne peuvent pas forcer les États, malheureusement. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir contraindre les États. Et donc, ils utilisent leurs moyens de bord. Et vous pouvez remarquer que l'Afrique est encore restée muette face à cette question. Parce que si on ne peut pas avancer vers la destination voulue, parce qu'il y a de refus, on peut quand même retourner au bercail. Est-ce que les États africains offrent le cadre et offrent l'opportunité à leurs enfants qui ont de difficultés à pouvoir migrer, à revenir chez eux? Il n'y a aucune politique, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe est débordée? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Europe soit débordée, parce que
beaucoup d'études ont montré que la migration interne, les flux migratoires transnationaux au niveau de l'Afrique sont plus importants que les flux qui vont vers l'Europe. Ça veut dire que le Nigeria, par exemple, accueille plus de ressortissants africains chez eux que la France n'en accueille des ressortissants africains. Et donc, ce n'est pas que l'Europe est dépassée, mais l'Europe a un style de vie qui ne lui permet pas de pouvoir accueillir tout le monde, parce que pour eux, pas seulement les citoyens, mais tout individu est important. Et ils ont un système de couverture sociale assez important qui pèse sur leur budget. Et donc, il ne peut pas rester indifférent parce qu'une fois que tu sois sur le territoire, tu as droit à un minimum de protection. Ce n'est pas comme chez nous. Et donc, je pense que c'est la seule différence. Sinon, ce n'est pas que le flux migratoire vers l'Europe est plus important que dans d'autres pays. Paul Amegakpo, l'Afrique est aujourd'hui regardée comme un continent d'avenir, en tout cas c'est ce qui est dit, en raison de la forte population de sa jeunesse. Est-ce que les défis liés à cette jeunesse sont pris en compte ? Les défis sont faiblement pris en compte et différemment pris en compte. Nous ne pourrons pas dire globalement, on ne peut pas avoir un regard unifié sur toute l'Afrique comme une seule entité. L'Afrique a des diversités, les pays sont différents et nous voyons beaucoup de pays où les besoins des jeunes sont largement pris en compte. Lorsque vous prenez les pays de l'Afrique du Nord, on remarque qu'il y a une prise en compte assez poussée des conditions sociales. Vous avez l'électrification qui est à peu près à 100%, vous avez l'accès à l'eau potable à peu près à 100%, vous avez les voies de communication qui sont praticables. Et donc, ce sont des facteurs qui encouragent les jeunes à pouvoir créer, à pouvoir être dynamiques. Parce que les jeunes ont besoin de circuler librement, ont besoin d'avoir les facteurs de production comme l'électricité, comme la télécommunication, comme les voies de communication, les routes pour pouvoir éclore leurs talents. Ils ont besoin de l'appui financier, d'un encadrement financier. Ils ont besoin d'un renforcement de capacités professionnelles, formation continue et adaptée au marché de l'emploi. Et donc, nous avons un certain nombre de pays quand même qui sont très sensibles. Malheureusement, ils sont encore à nombre minoritaire par rapport au grand nombre de pays. Alors, Paul Amegakpo, face aux difficultés, les jeunes éprouvent, vous l'avez dit, plutôt un sentiment de désenchantement. Quelle est la meilleure formule à la faire regagner confiance en elle-même ? Il faudrait revoir complètement, sinon changer le paradigme des politiques publiques au niveau de nos pays. Il faudrait une politique publique qui démystifie la monétarisation en fait de l'économie. Il faudrait que l'argent soit beaucoup plus accessible aux populations, aux jeunes surtout. Il faudrait que le système bancaire ne soit pas fermé aux entrepreneurs jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas un capital, qui n'ont pas d'atout. Je le disais tantôt que l'État n'emploie que plus de 5% environ et que le reste, les 95% des populations actives doivent être absorbées par le secteur privé. Et donc, il faut donner la chance au secteur privé de pouvoir être florissant. Il faut encourager la consommation interne au niveau de nos marchés. Vous en parlez tout à l'heure. D'ici 2030, la population africaine dépasserait les 1,2 milliard. C'est quand même un marché important. Et donc, il faut encourager la consommation interne au niveau du continent. C'est pourquoi le marché de libre-échange qui a été créé cette année et qui n'est qu'à son début doit être encouragé pour faire en sorte que les produits puissent circuler librement. Quand on fabrique ici, on pourrait vendre en Guinée, on pourrait vendre au Maroc, on pourrait vendre en Afrique du Sud librement, sans contrainte, sans barrière douanière. Et donc, ça permettrait beaucoup plus de mobilité interne et un marché de consommation interne important. Aujourd'hui, c'est devenu comme un credo, l'entrepreneuriat, pour régler la question de l'emploi des jeunes. Vous l'avez dit, les jeunes, pourtant, n'ont pas accès au financement. Comment on peut relever ce défi de l'accès des jeunes au financement ? Il faut juste leur envoyer de l'ascenseur. C'est-à-dire que
L'ascenseur est à un niveau, si c'est à 5 étages, l'ascenseur est resté au 5e étage. Et on essaye à la base, à travers la finance inclusive qui est à la mode depuis quelques années maintenant dans nos pays, d'enchanter un peu la basse classe. Mais au milieu, il y a tout un groupe de jeunes, tout un groupe de populations très actives qui n'ont pas accès à l'ascenseur financier. Il faudrait alors descendre l'ascenseur financier à ce niveau-là pour que ces jeunes puissent s'embarquer dans le système financier, avoir accès facilement à des taux très abordables au financement pour pouvoir faire fleurir leur économie, faire développer leur entreprise et créer de la richesse. Si on ne le faisait pas, le problème resterait intact. L'ascenseur est brisé, c'est resté au sommet. Et au sommet, il n'y a qu'un tout petit groupe qui en bénéficie, qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont plus d'ingéniosité pour créer des entreprises et qui ne peuvent pas absorber toute la demande du marché de l'emploi et donc c'est grippé. Il faudrait le faire et ça passe par les politiques publiques. Et nous pensons que nos dirigeants en Afrique prendront conscience résolument de ce défi et faire en sorte que le système financier soit démystifié en se basant sur le système financier national, mais aussi le système financier régional et continental, de sorte qu'il y ait un accompagnement résolu des entrepreneurs jeunes. Pour le cas des pays que vous connaissez bien, le vôtre notamment, le Togo, quels sont les secteurs que vous pensez qui peuvent offrir un terreau fertile pour l'entrepreneuriat des jeunes ? D'abord, c'est le secteur agroalimentaire. C'est le secteur qui nourrit le monde. Et nous savons très bien que, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas accès à des terres arables, nous avons des terres très fertiles dans notre pays qui pourraient produire des gammes diversifiées de produits qui peuvent être transformés sur place et être revendus à d'autres pays du continent. Il faut donc investir dans l'agroalimentaire. Il faudrait également investir dans les prestations de services. Je pense que l'ingéniosité est en train de quitter notre pays, malheureusement. Il faut avoir des jeunes ingénieurs capables de créer et d'offrir des services compétents des gens. On était souvent très heureux lorsqu'on apprend que les meilleurs maçons, les meilleurs entrepreneurs en bâtiment au niveau du continent sont des Togolais. Lorsqu'on apprend souvent que les meilleurs cuisiniers sont des Togolais. Ça fait une fierté. Alors, quels sont les autres domaines où nous aurons des prestataires de services assez compétents qui feront la différence? Il faudrait alors qu'on en crée. Et je pense qu'il y a beaucoup de créneaux porteurs au niveau du Togo. Il y a des spécialistes, il y a même des départements publics qui s'en occupent. Il faudrait que ces départements redoublent d'efforts pour faire en sorte que toutes les gammes variées de créneaux porteurs soient promus pour que le Made in Togo ou le savoir-faire togolais soit assez valorisé. Paul Amigampo, parmi les solutions à l'immigration clandestine chez les jeunes, certains évoquent l'accroissement de l'aide publique au développement. Qu'en pensez-vous? Non, je le refute. Pourquoi? L'aide publique, on ne peut jamais aider un pays à se développer. Vous savez, la communauté internationale fonctionne par intérêt. Si l'aide vient au Togo, certainement elle est orientée dans des secteurs qui permettent aux pays donateurs de pouvoir survivre ou de pouvoir combler des vides. Par exemple, lorsqu'un pays donateur veut appuyer le secteur de l'agriculture, c'est certainement parce qu'il a besoin du chocolat. Et c'est qu'en investissant dans le cacao, il aura son chocolat. Il ne va pas investir dans le riz. Et il sait que, par contre, il y a du riz qui est produit de chez lui et qu'il doit envoyer vers chez vous. Il ne va jamais vouloir que vous orientez cet investissement-là au niveau du secteur du riz. Or, vous devez payer l'aide lorsque c'est un prêt. Vous devez le payer avec des intérêts. Et l'aide marche généralement avec des prêts. Alors, la contrepartie est souvent très lourde et peu de personnes en parlent. Je n'ai pas confiance à l'aide. Et individuellement, il n'y a aucun individu qui peut dire il grandit, il évolue sur la base de l'aide.
À un moment donné, on est peut-être aidé par ses parents, mais lorsqu'on veut devenir actif, on s'en débarrasse complètement et on prend ses destins en main. Je pense que nos États doivent prendre leur destin en main, se débarrasser complètement de l'aide publique. En tout cas, on peut apporter de l'aide sur le plan humanitaire. Le monde, comme le Togo peut offrir à d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des missions de maintien de la paix, des trucs comme ça. Ce sont des aides publiques. Vous n'êtes pas partant pour cette option, non. Peut-être parce que vous pointez aussi du doigt la mauvaise gouvernance sur le continent. Oui, la mauvaise gouvernance, c'est un problème en fait généralisé où nous avons l'impression que les principaux indicateurs de gouvernance économique, de gouvernance démocratique, politique et d'entreprise sont en berne dans beaucoup de pays. Et il y a des efforts qui se font, mais ça demande beaucoup plus une volonté politique de la part des gouvernants, mais aussi une veille proactive de la société civile. Il faut une prise de conscience de la société sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, sur des règles qui promeuvent le bien-être collectif et des mesures à prendre réellement pour l'effectivité de ces règles-là. Et donc, la gouvernance aujourd'hui doit être de manière verticale une démarche qui doit être appropriée par toutes les communautés. Moi, j'étais allé dans mon quartier, il y a un nouveau marché, j'étais très content qu'il y ait le nouveau marché. J'ai remarqué au niveau de la place du marché qu'il y a beaucoup de dépotoirs, 3 pots de dépotoirs qui ne sont pas ramassés. Je dis, mais ça, ce n'est pas le maire ni le préfet qui viendra le ramasser. Les gens qui gèrent le marché où ils exploitent leur activité économique peuvent quand même prendre soin d'aménager leur espace. La gouvernance, à sa plus simple expression, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une efficacité du développement, pour une efficacité du bien-être? Et ça commence d'abord par l'action que, individuellement, chaque citoyen doit mener et qui doit impacter maintenant sur les dirigeants. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai engagé les jeunes qui ramassent les ordures dans les quartiers. Je dis, allez-y au marché ramasser. Et j'ai profité de dire aux dames qui sont dans les marchés, aux hommes, pas seulement les femmes qui sont là-bas, que ça relève aussi de leur responsabilité. De votre responsabilité. Et ça, c'est la gouvernance. Vous devez savoir être très exigeant, être digne d'un certain nombre de choses que vous voudrez bien exiger de vos dirigeants. Et lorsque vous le faites, vous aurez à mesure de pouvoir l'exiger de vos dirigeants. Merci. Donc, merci à vous. La gouvernance est un problème systémique que nous devons aborder. Merci à vous, Paul Amigapo, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes expert en gouvernance, représentant résident du NDI en Guinée. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique. L'émission que vous venez de suivre vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité.